Maître Mohamed Ali Bathily, ancien ministre de la Justice, était face à la presse ce jeudi matin. L'objectif de cette rencontre était de faire le point sur la situation actuelle du pays. Dans la page sport de cette édition, vous pourrez suivre Ibrahima Traoré, secrétaire général de la FEMAFOOT, qui s'est prononcé sur l'actualité du football malien. Fidèles téléspectateurs de Liberté TV, bonsoir. Bienvenue dans ces flashs d'informations. Comme annoncé, depuis un certain temps, le Mali fait face à une crise multidimensionnelle. À cela s'ajoutent les sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, contre les autorités de la transition pour le non-respect du délai donné. C'est dans ce cadre que l'ancien ministre de la Justice, Mohamed Ali Bathily, s'est adressé à la presse ce jeudi matin. Selon lui, ces sanctions prises par les chefs d'État de la CEDEAO ne sont pas légales. Suivons-les au micro de Mariam Keita. Mes propos s'adressent au Mali, parce que le 14 dernier, lorsqu'on est sorti, et c'est là mon opinion, l'unanimité qu'il y a eu était plutôt face à la communauté internationale qui s'est évertuée à sanctionner sans distinction tout notre pays et toutes les citoyennes et les citoyens du Mali. Les sanctions infligées ne discernaient pas selon qu'on supporte ou qu'on ne supporte pas la transition. Non, loin de là. Toutes les sanctions qui ont été prises contre le Mali ont été prises contre chacune et chacun des Maliens individuellement et collectivement. Donc il était normal que le 14, on soit unis dans l'unanimité, qu'on parle à la communauté internationale. Cela est clair pour moi. Avant la CEDEAO, notre espace a connu la CEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est là où nous devrions faire une analyse pertinente des concepts. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest a été conçue en son temps autour des États, c'est-à-dire l'État signifie la politique. Donc c'était une communauté politique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et ce n'était pas étonnant que cette communauté n'ait réuni à l'époque que les seuls pays francophones de l'Ouest africain, sous peut-être la houlette des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali et peut-être quelque part, caché derrière les rideaux, la France et sa recherche d'influence dans son précaré. Le caractère économique de cette communauté a son importance dans la crise actuelle. Elle nous permet de comprendre le développement de la crise actuelle et de mener des réflexions sur cette crise-là. La communauté économique a été créée et le premier traité que cette communauté des États de l'Afrique de l'Ouest a dû accepter, c'est un traité de libre circulation des personnes et des biens. Libre circulation des personnes et des biens. Ce principe qui est le premier principe de la CEDEAO est celui qui a permis l'existence de la CEDEAO jusqu'ici et sans qu'on l'ait décrété, c'est parce que ce succès de la libre circulation des personnes et des biens a été grand que la CEDEAO a disparu. Elle n'existe même plus. On n'a jamais dit quelque part que la CEDEAO n'existe plus, mais elle n'a plus de raison d'être. La CEDEAO a été créée à Bamako, à l'hôtel de l'Amitié, c'est notre enfant. Les premiers mots de la CEDEAO, comme les premiers mots d'un enfant, ont été balbutiés à Bamako, à l'hôtel de l'Amitié. Personne plus que nous ne peut parler de la CEDEAO. Nous parlerons de la CEDEAO mieux que n'importe qui, même ceux qui viennent nous parler des sanctions ici, c'est faux. Lorsqu'on parle de la libre circulation des personnes et des biens, encore une fois, je tiens à faire comprendre que cette libre circulation, si on la supprime, la CEDEAO n'existe plus, puisque c'est la base de son traité de création. Si on supprime le principe de la libre circulation des personnes et des biens,
il n'y a plus de CEDEAO en droit, puisque c'est cela qui crée la CEDEAO. L'article 45, qui parle des sanctions, n'a jamais parlé, jamais de la vie, de la fermeture des frontières aériennes et terrestres. L'article 45 n'a jamais parlé de cela. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas bêtes, ceux qui ont écrit l'article 45. Pour écrire l'article 45, ils se réfèrent au traité lui-même. Je suppose qu'ils ont des bons juristes dans leur pays. Ce sont ces juristes-là qui ont écrit le traité. Et quand tu écris un traité, quand tu écris des sanctions, tu permets qu'on lise tes sanctions pour voir la conformité et l'adéquation de la sanction par rapport au principe juridique que tu poses. Le principe étant celui de la liberté de circuler des personnes et des biens. Donc les sanctions qu'on prenait ne pouvaient pas aller à l'encontre. Alors nous disons tout simplement que sur le sommet des chefs d'État, si les administrations de la CEDEAO vont se réunir, qu'ils n'oublient pas de prendre les protocoles et d'aller dans l'article 45 pour l'ouvrir avant de sanctionner. Est-ce que celui qui viole les règles d'une organisation peut utiliser les règles de cette même organisation contre un autre? Tu ne peux pas, parce que toi-même tu l'as violé. À la CEDEAO, nous avons beaucoup de chefs d'État qui ont violé des règles, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y en a qui ont modifié leur constitution, qui limitaient leur mandat à 2, qui ont changé, qui sont à 4 mandats, bientôt 5 mandats. De 5 ans, ça va faire 25 ans de pouvoir. Et ils vont siéger pour sanctionner le Mali. Il y en a qui ont dit, je refuse la décision du tribunal de la Cour de la CEDEAO, ils vont sanctionner le Mali. Alors, est-ce qu'on peut se servir de sa propre faute contre quelqu'un? Le problème de la France est dans la mise en œuvre de l'accord au Sahel. Mais il faut que la France écoute un peu, nous, peuple africain, nous, peuple du Sahel. Quand M. Sarkozy allait détruire la Libye et que la France n'a pas su assurer les services de son intervention après en Libye, la France sait qu'elle a créé l'insécurité dans tout le Sahel. Que la France comprenne que c'est pourquoi, même si nous ne sommes pas d'accord politiquement avec la manière dont la transition peut être conduite dans notre pays, ça ne donne pas le droit à la France de traiter notre peuple ainsi. Notre peuple est incarné par les hommes qui sont à la tête. Qu'on les aime ou pas, on n'a pas le droit de les traiter comme la France le fait. Donc les propos qui ont été tenus ont été excessifs. Vous verrez là-dedans que Jean-Yves Le Drian, il faut le nommer, le ministre des Affaires étrangères françaises, ne s'est pas gêné de traiter les autorités maliennes de tous les noms dans les enceintes des Nations Unies, dans les couloirs de l'Union européenne, en France, que son ministre de la Défense, Mme Parly, fait de même. Bon Dieu, que la France comprenne un peu que le respect n'est pas dû qu'à elle et à son histoire. Que la France sache, et ce n'est pas soutenir ce qu'ils appellent la junte. Non, je ne soutiens pas la junte. Mais je soutiens mon pays, je soutiens l'obligation que la France a de respecter mon pays. Que la France a de me respecter en tant que tout simplement être humain qui a un espace vital qui est son pays. On ne doit pas me manquer de respect. Parlons sport à présent. CAN Cameroun 2021, fin de course pour les Aigles du Mali. Ils ont été éliminés en 8e de finale par la Guinée équatoriale. Qu'est-ce qu'il faut pour préparer les prochaines compétitions? Élément de réponse avec Ibrahima Traoré, secrétaire général de la Fédération malienne de football. Il est interrogé par Mariam Keita. Donc, le bilan, on va le faire les jours à venir très rapidement, pour voir comment on peut revoir un peu les insuffisances, travailler sur ces quelques paramètres, parce qu'on a aussi un second objectif qui est pour nous un objectif majeur, qui est la qualification pour la Coupe du Monde. Donc, à partir de ce qui s'est passé, nous allons tirer tout de suite les enseignements.
Bon, moi, en tant que secrétaire général, ce n'est pas très approprié pour moi de dire tout de suite ça n'a pas marché. Donc, vous donnez ces éléments, ça va dépendre d'une concertation du comité exécutif et même des acteurs. Les acteurs aussi doivent pouvoir donner leur point de vue. Comme ça, quand on pourra assembler voilà, tous ces aléas, tous ces éléments d'handicap, on peut mettre à votre disposition notre jugement de la chose et aussi voilà, notre réflexion par rapport à comment réorganiser encore les choses pour aller de l'avant et donner un meilleur résultat, en tout cas pour notre pays. Pensez-vous que les aigles du Mali étaient assez préparés pour faire face à cette canne? D'accord. Bon, si vous me parlez de préparation, je peux voir ça, c'est-à-dire à deux ou plusieurs niveaux. Voilà, il y a la préparation sur un plan administratif, les conditions de voyage, d'hébergement ou les entraînements. Et il y a aussi peut-être la préparation psychologique. Ou voilà. Mais je pense que il y a eu beaucoup d'implications, hein, pour être très honnête, parce que j'ai pu observer les choses. Il y a eu de l'implication, une forte implication depuis le sommet. Je parle du président de la République, le président de la transition, M. Assimi, son Excellence Assimi Goïta, a facilité les choses pour le ministre des Sports. Ça, c'est une réalité en termes de décaissement, finances, tout ça. Et le ministre des Sports aussi a facilité les choses au président Mamoudou Touré d'Ibavier, le président de la fédération, si bien que ces trois grands décideurs de la chose ont fait tout ce qu'il fallait pour que voilà, notre équipe nationale puisse être dans des conditions de réussite. Ça, quand même, c'est une réalité. Et ça s'explique par le fait qu'on ait affrété un avion pour amener les joueurs en Arabie Saoudite, faire les préparations. On a aussi affrété un avion pour les amener à voilà, au Cameroun. Et pour ce qui concerne quand même les conditions de préparation, il y a eu beaucoup d'efforts aussi pour payer les primes. Je crois qu'à ce niveau, il n'y avait pas de problème. Les raisons techniques, peut-être, on aura le temps encore de revenir sur ça, les autres dimensions. Sinon, pour ce qui concerne les préparations, je crois que rarement on a été à ce niveau d'implication pour la prise en charge au regard des préparations. Oui. 35 000 francs, on peut penser que c'est trop, comme on peut penser que ce n'est pas trop. Mais la réalité, c'est quoi? Souvent, nous ne faisons pas un jugement en termes de rapport qualité-prix. C'est ça le problème. 35 000 francs, on peut imaginer que pour un Malien moyen, voilà, ça peut ne pas être très facile pour être franc. Mais quand on pense aussi qu'il s'agit d'un maillot d'équipe nationale officielle, on peut aussi faire une comparaison de prix au niveau de la sous-région et se rendre compte que c'est quasiment le maillot le moins cher en termes de maillot officiel d'équipe nationale. Les gens peuvent essayer de vérifier au niveau du Sénégal, au niveau même de la Guinée, pourquoi pas, et aussi au niveau du Burkina. C'est quand on a ces éléments qu'on peut avoir un jugement beaucoup plus approprié. Voilà, mais bon, c'est différent voilà, des maillots qu'on peut faire à bas prix et qui ne correspondraient pas à voilà, des tenues de qualité, quoi. Donc il y a un rapport qualité-prix. Je ne pense pas que l'entraînement ait été diffusé. Peut-être on peut dire que partiellement, d'accord, il y a un aspect technique qui a fait l'objet de communication. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a des accords aussi entre Canal et l'organisation de ces grands événements. Donc il y a une obligation presque institutionnelle à pouvoir communiquer certaines parties. J'ai vu une lettre de mon adjoint
D'accord, mon adjoint a écrit pour manifester en tout cas un mécontentement. Je crois que c'était une lettre assez juste, hein, de par son contenu. La lettre était juste. C'est vrai que là-dedans, on s'est rendu compte que le système de vidéo n'avait pas, avait intervenu pour annuler un de nos pénaltys et n'avait pas intervenu pour faire en sorte qu'on siffle aussi le second pénalty qui était beaucoup plus visible. Donc ça, c'est vrai que c'est très frustrant, mais au-delà de ça, hein, je suis obligé de parler en responsable. Nous pouvions aussi marquer au-delà de ça, parce que souvent j'ai du mal à m'agripper sur les détails. Je pense qu'on avait des ressources pour mieux faire, quoi, et que notre sort ne devait pas dépendre aussi de ces pénaltys, même si on a eu très mal parce qu'il n'y a pas eu justice. Nous sommes fair-play, nous acceptons, nous tirons les enseignements de l'événement en comprenant que il faut apprendre à jouer au-delà de l'arbitrage aussi, parce que l'arbitre peut ne pas être juste, mais c'est à nous de nous réinventer, de nous organiser pour aller au-delà de tout ce qui peut arriver en termes d'arbitrage, machin, tout ça. C'est ce qu'on dit, hein, moi je parle en tant qu'Olympien, hein, en termes de philosophie de jeu, on dit, ce qui est juste, ce n'est pas l'arbitrage, mais c'est le fait d'accepter d'emblée l'arbitrage. Donc quand on vient avec une prédisposition à accepter d'emblée l'arbitrage, ça peut nous amener à avoir plus d'investissement pour jouer non seulement contre l'adversaire, mais aussi contre l'arbitre. Donc, c'est à nous de le faire. Cette fois-ci, nous avions cette possibilité parce que, honnêtement, sur un plan technique quand même, nous étions supérieurs à l'adversaire du jour. La fédération va tout faire, parce qu'après, on va faire un bilan. La fédération va tout faire pour encore mieux décrypter, mieux analyser ce qui est arrivé, d'accord, parce que voilà, il y a beaucoup de ressources humaines ici qui ont des capacités techniques d'analyse et on va réfléchir sur comment réorganiser tout ça pour nous donner un maximum de chances pour faire face à notre deuxième objectif majeur qui est la qualification à la Coupe du Monde. Donc nous allons réfléchir pour voir comment on peut relever la tête et essayer de corriger un peu les insuffisances. C'est tout pour ces flashs d'informations. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.